C'est vrai qu'il y a des difficultés, il y a donc des freins, et c'est le but donc de cette conférence donc d'en discuter. Et toujours dans cette collaboration donc Nord-Sud, je donne la parole à M. Patrick Desmougins, qui est le président donc de OMED et directeur donc de l'IEFM, pour nous donner un aperçu sur la nouvelle stratégie. Je vais faire en 20 minutes. Bien, monsieur le vice-président, monsieur le doyen, cher Gilbert Touzeau, chers collègues, mesdames, messieurs, je serai bref, c'est ce que l'on dit toujours quand on manque de temps et on ne tient jamais ses promesses, donc je serai peut-être un peu long, mais dans les limites de la brièveté qui m'est imposée. Vous le voyez, IOMED est une association. IOMED, et l'intervention d'Abdelfadil Benani le montrait à loisir, a été le temps des pionniers, de ceux qui ont vraiment démarré, et en France avec Gilbert Touzeau, et ici au Maroc avec M. Benani, la question du numérique, qui l'ont vraiment porté à bout de bras. Et aujourd'hui, la question est probablement celle de passer à une vitesse de croisière, de s'adapter à une évolution qui aujourd'hui a essaimé dans toutes les universités, dans toutes les enjeux, je dirais, du secteur, globalement, de l'éducation, de la formation. Et ça n'est pas simple pour une association, donc c'est plus en forme de question qu'en forme de réponse que je construirai mon intervention. IOMED, vous le voyez, est une association qui a un site, un portail que j'ai recopié, et qui a tenu sa dernière conférence générale à Mamet, où j'ai été élu président. Mais encore une fois, je parle avec toute la modestie que m'impose la fraîcheur de ma fonction, entre deux poids lourds qui sont d'un côté M. Benani et de l'autre côté Gilbert Touzeau. Donc, situation non pas inconfortable d'être entre deux poids lourds, il suffit de ne pas être écrasé, c'est tout. Voilà, mais je les connais, je sais qu'ils sont tout à fait bienveillants. Alors, 3 points que je voudrais évoquer rapidement. D'abord, stratégie d'IOMED pour aujourd'hui et demain. Une association fidèle à ses principes, une continuité d'action qui fait que cette première partie, d'ailleurs, était déjà quasiment contenue dans les propos d'Abdelfadel tout à l'heure. Encore une fois, nous sommes dans une continuité. Une stratégie à la croisée des chemins, c'est le problème du passage à la vitesse de croisière. Il faut réexaminer certains paramètres. Et nous n'avons pas les réponses, mais c'est ce que doit faire l'association dans les mois qui viennent, de s'interroger sur ces développements stratégiques dans ce domaine. Et puis les enjeux autour du numérique, voire encore peut-être un peu plus loin, des choix à faire. La question du numérique est une question qui ne fait qu'ouvrir, je dirais, un ensemble de questions beaucoup plus larges, finalement, qui sont des questions sociétales, de civilisation, probablement. Cela modifie, vous le savez, nous le savons tous, et les relations entre les individus et leur manière d'apprendre et leur manière de penser. Donc nous sommes bien dans une ère du numérique, mais ne nous trompons pas, ce n'est pas le numérique qui est l'objet, je dirais, central, c'est le numérique qui simplement oblige à penser les mutations à la fois de la société, de la civilisation et probablement même de l'homme dans son rapport à son environnement. Donc, enfin, alors, je ne vais pas développer ça, parce que ça nous mettrait très loin. L'association fidèle à ses principes, je reprends juste quelques diapositives simples. Il y avait 2 déclarations, celle d'Agadir, dont Abdelfadel a rappelé certains termes, et puis la conférence inaugurale qui a constitué l'association à Toulon. Le principe, je le rappelle quand même, c'est une association, donc il y a bien conférence générale, un directoire, des centres opérationnels, j'y reviendrai, mais nous sommes donc dans une logique où il va falloir s'insérer dans un contexte compliqué quand même. Une association est à but non lucratif, qui vise une mutualisation, elle est internationale, donc on travaille entre des partenaires qui ont des cultures différentes, on travaille avec des structures politiques aussi différentes. L'Algérie n'est pas le Maroc n'est pas l'Algérie n'est pas la France, etc. Et le Liban est encore autre chose. Donc nous avons des cultures politiques, des cultures institutionnelles variées. Donc cela nous situe dans un univers assez complexe. Nous avons affaire aussi maintenant à chaque université en tant que telle. Elles n'ont pas toutes le même degré d'autonomie autour du bassin méditerranéen, mais chaque université est un partenaire potentiel, donc c'est ce paysage-là aussi qui nous importe. Donc un paysage institutionnel, un paysage
universitaire, mais aussi un paysage économique, puisqu'il y a des partenaires économiques qui interviennent dans le champ du numérique de manière très présente aujourd'hui. Donc, dans ce champ complexe, que vient faire une association? C'est un peu cela la question. Quelles sont les missions qu'elle peut se donner? Je tenais à le rappeler donc avec cette diapo, celle-ci je passerai plus vite, hein, c'est rappeler simplement le rôle fondamental de M. Touzeau et de M. Benani, mais encore une fois, nous aurons l'occasion d'y revenir dans la journée, mais c'est une manière aussi de leur rendre hommage, je crois, que de travailler aujourd'hui, et je crois que c'est M. Dabounou qui avait aussi ce projet, je dirais indirectement, de rendre hommage à cette histoire récente qu'ils ont portée très vaillamment à bout de bras. Les objectifs généraux, c'est bien l'espace numérique ouvert, et c'est le rôle de l'association de travailler à cette dimension ouverte. Des communautés d'échange, de partage et de mutualisation des ressources numériques, oui. La visibilité doit être renforcée autour du bassin méditerranéen sur ces questions. Tout cela, ce sont des fragments de la déclaration d'Agadir. Et nous avons, avec tout cela, une vision, disons, plus politique des choses, peut-être, une solidarité numérique à mettre en place autour du bassin méditerranéen. Ce sont les grands principes. L'association, si elle passe à sa vitesse de croisière aujourd'hui, après 3 années qui, en fait, sont plus importantes que ça, plutôt 4, 5, 6, mais enfin 3 années d'existence officielle, ne doit pas renier ses principes et reste attachée à ce qui l'a fondé, c'est-à-dire à ces quelques principes rappelés sur cette diapo. Le fonctionnement et les objectifs plus spécifiques. Dans les diapos précédentes d'Abdel Fadil Benani, nous avions les actions qui étaient décrites, certaines des actions, TP, TP virtuel, etc. J'y fais référence, mais la diapo de M. Benani était beaucoup plus complète et rappelait donc ici simplement les 5 projets retenus en 2012, 80 000 € dépensés dans ce domaine. Le site web qui était administré à Lille 1 et qui va passer ailleurs, mais peu importe, on va surtout penser à le rendre peut-être plus attractif et plus visible. Le soutien aux actions des membres de l'association sous diverses formes, en finançant des workshops, des différents modes d'ateliers, de colloques, d'activités de concertation et d'échange. Donc, tout cela ne change pas. J'en viens au point 2, la stratégie à la croisée des chemins. Je vais prendre la question à travers 2 choses, les acteurs, les actions. Les acteurs de l'association, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les universités d'abord, les UNT françaises en premier lieu, le campus virtuel marocain à sa création, l'UVT aujourd'hui, l'université virtuelle de Tunis, qui sont des acteurs importants, mais aussi des écoles d'ingénieurs, des IUT ou leurs équivalents marocains ou tunisiens. Bref, un ensemble de partenaires qui ont en commun le souci de la diffusion et de la transmission des savoirs, de la formation professionnelle, bref, du devenir des sociétés dans lesquelles ils exercent leur influence à travers la formation, en gros, des futures élites et des futurs acteurs du système économique. Une grande diversité, en même temps une trentaine de membres actifs, et je dirais d'une logique plutôt d'îlot de concentration, où on a, encore une fois, parce que les gens se connaissent, et il y a de l'humain dans ces questions-là, beaucoup de relations humaines, parce que les gens se sont connus, parce que les gens ont décidé de travailler ensemble, le temps du projet, c'est créé un outil, c'est créé un objet, si vous voulez, qui a eu une véritable utilité reconnue. Toute la question, c'est de grandir, de grossir, avec tous les risques que cela comporte, hein, et en combinant quand même la politique des États, qui ne peut pas rester étrangère à ce que va faire l'association. En France, la nouvelle configuration avec France Université Numérique, dont nous parlera Anne Boyer, peut-être, et jusqu'au point où elle peut en parler, puisque c'est en gestation, modifie probablement les données, ouvre des perspectives. Nous avons aussi à rencontrer les ministres de chaque pays concerné, ou au moins les responsables au niveau des ministères de ces politiques du numérique. Là aussi, il faut faire avec les États, il faut faire surtout avec les universités, mais là, les acteurs aussi sont nombreux et nouveaux. Il y a de nouveaux campus. Au Maroc vient de s'ouvrir une université numérique à Rabat, privée, je crois, de très grande envergure, qui a eu des financements importants. Enfin, vous m'infirmerez ou me confirmerez, mais j'ai vu cela à travers la presse. Non,
Si, il y a une... Oui, enfin, vous préciserez les choses. Je ne veux pas interférer dans les affaires intérieures marocaines, mais disons que c'est une banalité de le constater, mais il y a beaucoup de clients sur le marché du numérique dans l'université aujourd'hui. Il n'y a pas une université qui ne s'y intéresse pas, et il est rare qu'il y ait un pays où il n'y ait pas un développement, encore une fois, ou de campus virtuel, ou d'université numérique. Ces choses-là sont en plein développement. Donc on se trouve dans un monde assez complexe où il va être difficile pour une association qui porte à l'origine ces questions du numérique à travers une volonté de solidarité numérique, à travers une volonté d'échange et de mutualisation, il va être difficile de se situer avec tous ces acteurs, notamment aussi les acteurs économiques qui interviennent dans le champ. Et je pose la question donc au bas de cette diapo, concurrence ou complémentarité, comment se situer en termes stratégiques dans cette perspective-là. Alors, encore une fois, je vous ai dit que j'étais plus à travers des questions qu'à travers des réponses. Ici, les éléments de réponse qui ne saturent pas, bien sûr, le problème, c'est de penser que l'association doit continuer à stimuler les actions d'échange et de mutualisation qui peuvent exister, mais qu'elle le fera, et elle ne le fera seulement que dans le cadre des besoins réels des partenaires qui font de l'association, c'est-à-dire les universités. Il ne s'agit pas d'aller... Sur la question des MOOC, par exemple, qui a été évoquée, je crois qu'il serait une erreur pour l'association de s'engouffrer dans la mode des MOOC, parce que c'est un élément porteur en soi. La question des MOOC, elle viendra peut-être, elle viendra sûrement, au moment où certaines universités partenaires de l'association auront le sentiment qu'il y a nécessité pour peut-être plus faire savoir les choses que les construire réellement, d'ailleurs. C'est plus une politique probablement de communication ou d'information qui est en jeu derrière cela. Si certaines universités sentent le besoin de le faire, alors oui, l'association accompagnera ce développement de MOOC, mais encore une fois, en ayant eu préalablement toute la réflexion stratégique qui doit accompagner cette action. Voilà, donc c'est complémentarité, mais en ayant toujours, je dirais, le souci des besoins des acteurs, des besoins des partenaires, et en ayant le souci de rationaliser précisément ces efforts communs que nous allons mener. Les actions, donc, elles sont rappelées, mais encore une fois, l'intervention précédente les détaillait beaucoup mieux. Ce que l'on peut dire de ces actions, c'est qu'on pourrait avoir le sentiment qu'elles sont un peu dispersées, et c'est la question que je pose à la fin de la diapo sur les actions. Diversité ou éparpillement? La diversité, oui, l'éparpillement, non. Vous saisissez bien que les termes sont connotés. La diversité, comment la travailler, je dirais, pour qu'elle reste efficace. Aujourd'hui, si on veut passer à une vitesse de croisière, il faut continuer la logique d'appel à projet, la logique de facilitation des échanges et des mutualisations, mais en même temps, il faut aussi se poser la question de savoir si nous pouvons tout faire. Et la réponse, elle est rapide. Nous sommes une association, nous avons un budget limité, nous ne pourrons pas soutenir, je dirais, les projets tous azimuts. Donc l'éparpillement va se trouver de toute façon limité par la capacité réelle de l'association, et donc ce qu'il faut gérer dans cette contrainte-là, c'est une diversité raisonnée qui reprend quelques grands thèmes qui nous paraissent plus susceptibles que d'autres de fonder un échange et une mutualisation utile. Alors, les points qui pourraient être soulignés dans ce cadre-là, c'est probablement, et ce sont des actions, je dirais, modestes, mais de rendre les actions plus visibles déjà, avec un portail peut-être plus efficace. Aujourd'hui, si vous allez sur le portail Diomed, vous n'avez peut-être pas le sentiment de trouver tous les outils qu'a produit l'association à travers ses acteurs. Donc, valorisation aussi de ce qui a été fait. Nous sommes en réflexion et nous avancerons sur ces questions pour mieux valoriser ce qui a été construit déjà et ce qui sera construit. Plus stratégique, c'est un souci aussi, ça qui venait surtout de M. Djilani Lamloumi, qui est vice-président de l'association, quand nous avions réfléchi un peu à élaborer une orientation politique, il était très sensible à ce point, il voulait le rajouter, accompagner les politiques numériques des universités par une réflexion, donc être, non pas un think tank, mais enfin
une instance qui permet d'accompagner la réflexion stratégique des universités, où qu'elles soient, hein, autour du bassin méditerranéen, et de leurs équipes de pilotage, de leur présidence notamment, hein, ou de leurs recteurs. C'est probablement un vrai enjeu pour une association comme IOMED, et je pense que ça correspond bien à son positionnement. Et puis, bien sûr, des actions peut-être plus démultiplicatrices. Alors, c'est déjà le cas, il suffit de continuer, je dirais. Il n'y a qu'à, comme l'on dit simplement. La formation de formateurs, qui a déjà été l'objet de pas mal d'actions, c'est évidemment par ce biais-là que l'on évitera l'éparpillement, c'est-à-dire qu'en donnant la capacité en interne aux acteurs qui construisent l'association de pérenniser les choses à travers, encore une fois, des formations de formateurs qui permettront d'essaimer les formations et les outils surtout, nous avons l'ambition, hein, simplement de pouvoir mieux nous adapter à cette diversité et en même temps de la rendre plus lisible, plus homogène. Voilà, donc ça c'est sur les actions. L'on le disait de manière assez concrète, le rôle des centres opérationnels, c'est un peu technique, donc je ne vais pas développer, ça ne concerne pas vraiment, je dirais, le cœur de ce colloque, mais pour information, je dirais, les centres opérationnels doivent être développés. Montpellier en devient un, Tunis se développe aussi, et c'est par le biais des centres opérationnels que nous aurons la capacité à nous ancrer dans des réalités locales dans chaque pays du pourtour méditerranéen pour pouvoir développer, encore une fois, avec les acteurs, mais en présence, certaines opérations qui autrement resteraient, je dirais, à l'état plus de projet ou malheureusement d'un virtuel, mais qui n'est pas celui qu'on souhaite quand on travaille sur le numérique. Les financements, il y a les projets européens, mais c'est en devenir aussi, c'est pas simple. Les projets européens qui vont sortir avec Erasmus+, autant que j'ai compris, les choses seront peut-être moins tournées vers l'extra-européen. Enfin, c'est le sentiment que j'ai eu dans les présentations qui en ont été faites. Et si c'est le cas, on aura peut-être du mal à utiliser les projets européens pour alimenter un projet de type méditerranéen. Mais il faut garder l'espoir et ça peut se faire. L'AUF, les organisations internationales, bien sûr. La communication avec le portail, le savoir-faire, mais aussi le faire savoir, qui est un vieux refrain qu'on connaît bien, mais qu'il faut peut-être mieux porter dans l'association. Et les grands points, les grands axes de développement par les contenus, c'est la massification et la professionnalisation qui étaient et restent, je dirais, les axes forts. Peut-être ce qui est mentionné en gras est-il aujourd'hui à travailler, mais encore une fois, ce sont les acteurs qui décideront en se fédérant pour produire quelque chose, et ce n'est pas l'association qui le décidera comme ça ex cathedra. L'insertion professionnelle, la formation des enseignants, la formation des formateurs et aussi l'élargissement qui était à l'origine même du projet de IOMED vers le domaine subsaharien. Alors, plus globalement, et je finirai par là en forme de conclusion, vous voyez bien que c'est une stratégie qui ne rompt pas avec la logique déjà engagée, mais qui se pose quelques questions sur les acteurs, les actions et la manière de réguler un peu tout ça et de le stabiliser. C'est vraiment là où nous en sommes, hein, et on peut difficilement être ailleurs, je pense. On est vraiment dans cette problématique-là par la force des choses. Essayons de voir, non pas plus loin, mais de resituer un peu tout ça dans un cadre plus global. Les enjeux autour du numérique. Moi, je dirais que le numérique, et peut-être que je dois prendre la peine de dire d'où je viens, je suis un littéraire, je ne suis pas un usager ancien du numérique. Comme tout enseignant-chercheur, j'y ai eu recours et j'en ai été un utilisateur. Comme chef d'établissement d'enseignement supérieur, j'ai eu à mettre en place des formations à distance, des certifications informatiques. Donc j'ai été au contact de toutes ces réalités et j'en tire, en tant qu'utilisateur et en tant que responsable, une série de repères simples qui sont au demeurant largement disponibles aussi dans les réflexions plus théoriques qui sont menées par pas mal d'intellectuels, alors qui viennent de la philosophie, de la sociologie, du numérique lui-même, sur ces questions aujourd'hui. Je dirais que c'est un outil qui a une incidence très forte sur la dimension épistémique, c'est-à-dire sur la construction même des savoirs et leur organisation, à travers la distance. Alors souvent on prend le numérique pour la FOAD, enfin c'est souvent une sorte d'erreur et d'impasse. C'est vrai que ça règle certains problèmes de distance, mais enfin on connaît toutes les limites des procédures à distance, la nécessité de l'humain, du présentiel. Le vice-président le rappelait tout à l'heure même dans l'introduction, hein, sur les manières d'adapter les choses. C'est l'étayage des apprentissages, la socialisation des apprentissages qui est en jeu. Le numérique touche à cela, mais ne règle pas le problème, il le déplace, il le transforme, et c'est bien ce que nous devons avoir à l'esprit.
C'est la durée, l'information, l'accès, la diffusion, ça va beaucoup plus vite. On le sait tous, on a tous vécu cette révolution dans nos usages personnels, privés, professionnels. Nous allons beaucoup plus vite sur certaines choses, mais la temporalité, on le sait, est plus contraignante, souvent beaucoup plus éclatée. On le voit avec nos étudiants. Le temps de l'étude est en train de se transformer profondément. Quelqu'un le rappelait tout à l'heure. Il est, en aparté avant d'entrer ici, je ne sais plus, il est très difficile aujourd'hui d'avoir un temps de concentration sur des questions théoriques, je crois que c'était toi qui me le disais, hein, sur des questions théoriques pendant 1 heure. On est sur des temps éclatés. Il faut en tenir compte parce que, encore une fois, tout le travail de transmission des savoirs va jouer par le numérique sur cette modification profonde, et ça ne fait que commencer. Aujourd'hui, il faut penser que nos futurs étudiants de dans 10 ans sont ceux qui sont soumis à un usage de la vidéo et du numérique plus globalement, du jeu vidéo notamment, beaucoup plus développé. Donc ce ne seront pas les étudiants d'aujourd'hui dans 10 ans. Ils auront un autre rapport encore au savoir, à la construction, à l'apprentissage, parce qu'ils auront été très très tôt formés avec un outil qui, encore une fois, aura modifié leur capacité cognitive dans beaucoup de domaines. Hein, donc nous sommes dans de l'anticipation incontestablement. Nous devons être dans l'anticipation. Donc adapter le temps de l'étude, de la recherche, avec des aspects, donc ça porte sur tous les aspects cognitifs et matériels dans la construction des savoirs. Et puis c'est la quantité, avec on sait bien que les big data, les plateformes, l'accès, Wikipédia, etc., nous donnent déjà au quotidien des accès démesurés à une masse de savoir. Mais du coup, c'est la problématique de la pertinence et du classement qui devient essentielle. C'est l'archivage, c'est toutes ces notions-là. Donc je ne fais que répéter des choses, je dirais, banales. Mais aujourd'hui, dans l'association, c'est bien à travers ces grilles-là que nous devons essayer aussi de réfléchir. En aparté, enfin, je suis moi, plutôt spécialiste du début du XVIIe. Le numérique n'était pas à l'ordre du jour. Mais je peux vous assurer qu'au début du XVIIe, les hommes connaissent une révolution qui est presque du même ordre que celle du numérique aujourd'hui. Les humanistes du XVIe siècle ont apporté une masse d'informations gigantesques, inouïes depuis l'Antiquité, puisqu'ils ont tout rassemblé. Et eux se trouvent au début du XVIIe siècle avec une masse d'informations dont ils ne savent plus quoi faire. Et en fait, ils commencent à inventer notre Wikipédia moderne avec les encyclopédies et les dictionnaires. Mais il faut, comme pour le Wikipédia, des vrais outils technologiques derrière. Et heureusement, l'imprimerie invente des techniques beaucoup plus fines pour pouvoir faire des notes de bas de page, des référencements marginaux, hein, donc notes marginales, notes de bas de page, indexation. Et tout ce travail gigantesque, moi, me fait penser enfin, très directement à Wikipédia et à nos approvisionnements de savoirs nouveaux, parce que leur problème, c'est de savoir que dans ce qui a été dit, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Exactement comme sur la fiabilité d'une source Wikipédia. Hein, qu'est-ce qui est vrai? Et donc, ils écrivent des bouquins entiers pour essayer de trier, ça c'est faux, non, ça peut pas se dire, ça peut se dire, etc. Bon, voilà. Et puis en même temps, il y aura Descartes. Bon, mais Descartes, justement, lui, se déprend de tout cela. Alors, je quitte cette parenthèse de littéraire, mais donc produire des démarches, des outils nouveaux pour accéder à la connaissance. Et là, on retrouve donc la question des aspects profondément épistémiques. Donc, ça modifie le rapport au savoir, dans le sens qui n'est pas celui d'une facilitation à proprement parler, mais plutôt d'une complexification qu'il faut accompagner. On n'en connaît pas tous les contours, on n'en connaît pas toutes les évolutions à venir, mais elle doit être cette adaptabilité qui est nécessaire pour nous aujourd'hui, pensée et mise en œuvre, et l'association peut y contribuer. Alors, je cite Bernard Stiegler, mais bon, pas forcément non plus incontournable sur ces questions. Hein. Sur la question des MOOC, pour finir par des aspects plus d'actualité, il dit que de toute façon, la question, elle se posera, il y aura des MOOC, puisque c'est une sorte de déterminisme quasi mécanique qui amène à faire les MOOC, mais en fait, ce qu'il dit très clairement, c'est qu'il faut penser leur rôle dans le nouveau contexte et en gros les articuler à tous ces rapports au savoir nouveau qui vont se construire. Hein. Donc on peut, je crois, souscrire à cette vision assez générale. Je prends ici presque un poème à la Prévert, hein, les MOOC et les SPOC, l'audiovisuel et les podcasts, le portable et les réseaux sociaux, le PC et les tablettes. Voilà une énumération à la Prévert. Ce sont des moments dans la réorganisation des savoirs et la mise en place d'une nouvelle sociabilité aussi universitaire et professionnelle, parce que tout cela déteint très directement sur le rapport humain, et c'est aussi ce qu'il faut penser. Alors, dans ce cadre-là, les choix ne peuvent pas être sur les objets qui sont nécessairement multiples, donc on va pas dire on va faire ci et ça, et pas ci et pas ça. En revanche, il faut être très clair et rigoureux, je dirais, attentif sur les objectifs, des outils qui reviennent là à nos fondamentaux de l'association, des outils à disposition de tous répondant aux besoins des universités et des établissements, les démarches, mutualisation, production partagée,
Et j'ajouterais peut-être sur la qualité, vers un label, peut-être, pourquoi pas, pour rendre plus lisible l'activité de l'association, lui donner une forme peut-être de garantie aussi de ce qui va être produit. Ça peut être un rôle à développer dans l'association, hein, que nous mettrons en débat à notre prochain conseil exécutif, un engagement sur la qualité. Voilà. Merci de votre attention et donc j'espère que le numérique pourra se développer dans le cadre de l'association. J'ai été combien, 20 minutes? Merci, Monsieur le Président, de toute façon qui nous a donné la nouvelle stratégie donc, de IOMED et qui reste pour nous donc, la mise en œuvre de mécanismes de solidarité numérique entre la rive nord et sud pour avoir, si vous voulez, donc une société basée sur l'information préalable au développement durable au sein donc, des pays donc, de la rive sud surtout.